partie d'aujourd'hui s'intéresse à l'étude de l'équation différentielle d'un circuit RLC en Q et en I. C'est-à-dire, on va chercher l'équation différentielle d'un circuit RLC où Q est l'inconnu, ensuite où I est l'inconnu. Et bien sûr, je vais rafraîchir la mémoire comme d'habitude par un petit rappel. Voilà un circuit RLC série alimenté par une tension alternative. Le courant petit I, il est alternatif. Donc voilà la tension entre les bornes de l'alimentation alternative, VA moins VP, c'est Vmax, cos oméga t plus la phase phi de la tension. Au lycée, vous avez noté la tension grand U. Ici, on utilise V. Donc parfois, vous trouvez V, ça sous-entend U. Ici, VA moins VB, c'est UAP. Parfois, on note V. V égale Vmax. Au lieu de mettre V avant B, on met V égale Vmax cos. Une petite remarque. Hein? Donc voilà, la tension, elle est alternative. Donc le courant aussi, c'est Imax cos oméga t plus U. Remarquez une chose, c'est la même oméga, puisque c'est la même source d'alimentation. La première grandeur, c'est en volts. La deuxième, c'est en ampères dans le système international. Pour réaliser I constant à travers le circuit, parce que dans cette leçon, le courant I varie. Donc, on ne sait pas si on applique les lois de l'électrocinétique telles que la loi d'Ohm, la loi de Pouillet, la loi des nœuds, les lois de Kirchhoff que vous avez étudiées cette année, ou pas. Pour pouvoir les appliquer, il faut que I reste constant. Mais ici, il change. Donc, pour faire une approximation, c'est-à-dire considérer comme I constant à travers le circuit, c'est-à-dire pour obtenir un régime quasi-stationnaire, il faut. Donc, pour avoir un petit I presque constant à travers le fil ou les fils de connexion, alors il faut satisfaire cette condition. Il faut que la période T qui est égale à 2pi sur oméga, oméga c'est la pulsation du générateur. La pulsation. Elle est en lien avec la fréquence. Oméga égale 2pi n. Il faut connaître ça par cœur. N, c'est la fréquence du générateur. Donc, il faut que cette période doit être très grande devant tau. Qu'est-ce que c'est que tau? Tau, c'est le temps de variation de I. C'est-à-dire, entre l'instant T égale à 0 de fermeture du circuit et l'établissement du courant dans tout le circuit. C'est ça le temps de variation de I. Il passe de 0 à une valeur dans le circuit. C'est ça le temps de variation. Donc, ce temps de variation doit être négligé. Il doit tendre vers 0 devant la période. Or, T égale 2pi sur oméga. Et oméga égale 2pi n. Oméga égale 2pi n. Pour avoir T grand, il faut que oméga soit petit. Donc, la fréquence n soit petite. Donc, il faut avoir des basses fréquences. Donc, à basse fréquence, c'est-à-dire oméga petite ou n petite, alors T grand devant tau. Donc, dans ces conditions, c'est-à-dire en basse fréquence, alors on a cette condition satisfaite et notre I est presque constant. Donc, je suis en régime stationnaire. Donc, toutes les lois de l'électrocinétique en continu restent valides en alternatif. Bien sûr, avec cette condition. Donc, à basse fréquence, n'ayez pas peur, sans hésitation, appliquez toutes les lois de l'électrocinétique valables pour le grand I continu à petit I qui est alternatif. Ça, c'est le rappel. Petit 2, on va chercher l'équation en Q. Q, c'est la charge à chaque instant. C'est Q de T, normalement. Pour alléger l'écriture, je mets Q. C'est une fonction du temps. Donc, la loi d'additivité des tensions me donne la tension en votre générateur est égale à la somme de toutes les autres tensions. Ah, voilà, c'est RI, c'est la loi d'Ohm aux bornes de R. LDI sur DT, c'est la loi d'Ohm aux bornes de la bobine. Je suppose que la bobine est non résistive. Elle n'a pas de petit r, pour simplifier. Sinon, on l'ajoute avec grand R dans les calculs. Et
la tension au borne du condensateur, c'est-à-dire la loi d'Ohm au borne du condensateur, c'est Q sur C. C'est la capacité du condensateur. Elle est en farad. L, c'est l'inductance ou la self de la bobine. Elle est en ohm. R, c'est la résistance du conducteur. C'est en ohm égale la tension de l'alimentation. Ça, c'est l'équation différentielle du circuit. Et je continue. Voilà. Et je remplace. Donc, je trouve L, la dérivée seconde de Q. N'oubliez pas que I égale dQ sur dt. I égale dQ sur dt. Vous remplacez I par dQ sur dt, vous obtenez ça. Et voilà mon équation différentielle en Q avec second membre. Si j'ai une équation différentielle du second ordre, parce qu'il y a la dérivée seconde, avec second membre. Ça y est? Et chaque fois que vous trouvez la dérivée première dans l'équation différentielle, sachez bien qu'il y a frottement. En mécanique, il y a des forces de frottement, et en électricité, il y a des résistances. Parce que l'équivalent des frottements en électricité, c'est la résistance. Il y a une analogie électrico-mécanique. Entre l'électricité et la mécanique, il y a une similitude, il y a une bijection. L'équivalent des forces de frottement en mécanique, c'est la résistance en électricité. Comment résoudre cette équation différentielle qui régit le circuit RLC, qui commande le circuit RLC? Donc, pour simplifier, toujours, si vous avez une équation de seconde de cette forme, en général, on pose R sur L égale 2 lambda. 2 lambda ou bien 2 alpha. 2 quelque chose. Ce 2, il va simplifier les calculs. Au lieu d'utiliser le delta, on va utiliser le delta prime. Ça facilite beaucoup de choses. Et poser le coefficient de la fonction Q, la fonction ici, l'inconnu ici, c'est Q. Le coefficient, bien sûr, après avoir divisé toute l'équation par le coefficient de la dérivée seconde, par L. Vous isolez l'équation, vous isolez la dérivée seconde, ensuite vous procédez à ce changement. Ne faites pas ce changement qu'après la division, qu'après l'isolation de la dérivée seconde tout de suite. Donc vous divisez tout le monde par L. Et voilà, vous posez ce changement de variable. Et voilà mon équation, elle devient facile à gérer. Pour la résoudre, d'abord, c'est son second membre. Je cherche l'équation caractéristique. C'est R seconde plus 2 lambda R plus oméga 0 au carré. Il n'y a pas de Q ici. Faites attention. Ça, c'est l'équation caractéristique. Son delta prime, c'est lambda carré moins oméga 0 au carré. Donc, delta prime en masse, je rappelle, c'est B prime carré moins 4AC. Moins AC. Moins AC. Voilà pourquoi on a utilisé delta prime. C'est B prime carré moins AC. Ça y est, vous discutez les trois cas. Si lambda supérieur à oméga 0, si lambda égal à oméga 0, si lambda inférieur à oméga 0. Si lambda supérieur à oméga 0, le discriminant delta prime est positif. Donc il y a deux racines réelles. Moins B plus ou moins racine de delta sur 2, bien sûr sur 2A. Ici, sur B'. Donc le delta prime, il n'y a pas sur. Ça y est, parce qu'on a déjà simplifié. En général, R égale moins B', moins racine de delta sur 2A. Ça y est, ici je divise sur A. Le A ici c'est 1. Ça y est, ça c'est des maths. Et voilà la solution pour cette condition. Il s'agit d'un régime apériodique. Ça veut dire cet exponentiel qui est mis en facteur lorsque tu tends vers l'infini, tout ceci chute, tout ceci dégringole, ça tend vers 0. Je dis qu'il n'est pas périodique, il est apériodique à cause de la résistance. Donc la résistance, elle dissipe l'énergie électrique dans le circuit. Et donc, elle amortit le mouvement des électrons dans les fils conducteurs. C'est exponentiel. Je rappelle que lambda s'appelle le degré d'amortissement. Le lambda que l'on a utilisé dans le changement de variable s'appelle le degré d'amortissement. Donc, ça y est. Donc, Q tend tout de suite vers
0. Si lambda égale oméga 0, ça s'appelle le régime critique. Alors voilà la solution. Si le cours Q1 égale A plus BT et mon lambda T. Si lambda inférieur, vous trouvez lambda négatif, vous faites intervenir le petit et des nombres complexes, et vous trouvez une fonction sinusoïdale, bien sûr, amortie. Donc c'est pseudo-périodique. Ce n'est pas pseudo à cause de ça. Pseudo-périodique. Ça y est. Donc ça, c'est la solution sans second membre. La solution totale, c'est son second membre que j'ai appelé Q1, 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 plus la solution du régime permanent. Ça, c'est le régime transitoire. Avec le temps, ça tend vers 0. Seul persiste, seul subsiste la solution permanente. Elle est sinusoïdale. Donc, voilà le régime permanent. Et voilà la solution. Elle est donc sinusoïdale. Ça veut dire que les électrons dans les vies de connexion dansent de manière périodique. Les charges effectuent des allers-retours dans le fil de connexion. Et je passe à 3. L'équation en I. La même chose. Au lieu d'utiliser la charge Q, laissez le I. LD sur T plus I plus un ceci intégral égale ceci. Ça y est. Il y a une manière rapide, efficace, simple, c'est utiliser les nombres complexes. Donc ici, cette équation, elle se résout facilement dans C. Donc on va utiliser, au lieu de manipuler des fonctions sinusoïdales, donc j'utilise le nombre complexe qui lui correspond. Donc cette fonction, voilà son équivalent en complexe. Le courant sinusoïdal, voilà dans l'ensemble C. Ça y est. Et donc, dans mon équation, je prends la partie réelle de LD ici, plus la partie réelle du deuxième terme, plus la partie réelle du troisième terme. Parce que l'intégrale d'un nombre complexe, c'est plus facile. Voilà. Égale la partie réelle de la tension. La barre qui est en haut, ça signifie nombre complexe. Nombre complexe. J, il est tel que J carré égale moins 1. Pour ne pas le confondre avec le courant petit. Et voilà, c'est donc la partie réelle plus la partie réelle, c'est très facile, égale partie réelle. Ensuite, vous aboutissez à cette équation. Ça, le bar, ça signifie nombre complexe. Égale ceci, nombre complexe, tension complexe, courant complexe. Ça, c'est l'impédance complexe. Vous la notez grand Z bar ou bien petit Z bar, ça ne change rien. Et voilà, cette équation s'écrit comme ça. V bar égale Z bar, I bar. La tension complexe égale l'impédance complexe fois le I complexe. Je rappelle que Z complexe, c'est deux parties. La première partie, qui est la partie réelle, s'appelle la résistance. C'est R, voilà. C'est R, vu au lycée. Et la deuxième partie, c'est la réactance. C'est la partie imaginaire. Donc la partie imaginaire qui est P s'appelle réactance. La partie réelle, c'est la résistance. Voilà. Pour la phase phi entre le courant et la tension, c'est l'argument de Z bar. Donc, tangente phi égale ceci sur ça. La même chose, l'impédance complexe du condensateur, c'est moins J sur C oméga. L'impédance complexe de la bobine, c'est J L oméga. Il faut apprendre ça par cœur. L'impédance complexe de R, c'est R elle-même. Ça y est? Ça, à apprendre par cœur, ces impédances. Et celle-là. Ça, en mémoire. Et voilà, j'arrive à la dernière partie. On peut une petite remarque. L'inverse de l'impédance complexe, c'est-à-dire 1 sur Z bar, Z petit ou bien grand Z, ça ne change rien. Hein? Tout à l'heure, j'ai noté petit Z. Maintenant, j'ai noté grand Z. C'est la même notation. C'est l'admittance. Comme dans l'ensemble R, l'inverse de la résistance, c'est la conductance. Ici, l'inverse de la résistance, c'est l'admittance. Admittance. Ça y est? Donc, en série, je somme les impédances. Voilà. Et en parallèle, je somme les admittances. En série, je somme les impédances. Comme dans R, en série, je somme les résistances.
Voilà. Et toujours en série. C'est toujours en série. Je somme les admis en parallèle. En parallèle, je somme les admittances. En série, je somme les impédances. La prochaine fois, on fera des applications. Voilà pour aujourd'hui.